Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. Et actuellement, j'ai vu cette déclaration de cet influenceur franco-congolais du nom de Andrew. Et son nom aussi qu'il utilise sur les réseaux, c'est Monsieur Sucré. Il est en couple avec une autre candidate de télé-réalité. Je ne sais pas si c'est dans les tournages qu'ils se sont rencontrés. Et ouais, c'est lui. Moi, je suis là, ouais, c'est lui. Vous avez vu, c'est lui. Il y a des images que vous allez voir. Et là, il a parlé de quelque chose de très simple. Beaucoup de personnes se sont offusquées. Beaucoup de personnes sont venues donner leur moralité sur ça. Et on va en parler. Et je vous pose la question, mes très chers Dohassé. Est-ce que c'est le rôle d'un enfant de mettre ses parents à l'abri financièrement? La question fait exploser Internet. Et cette fois, c'est Andrew, Monsieur Sucré, ex-candidat de télé-réalité d'origine congolaise, marié et père d'un enfant, qui est au cœur de la polémique. Et on va regarder le tout ensemble parce qu'on sait dans la culture afro, dans la culture africaine, beaucoup se disent que faire un enfant, tu t'es sacrifié pour eux même s'ils n'ont rien demandé. They didn't ask, we not ask nothing. Tu voulais l'enfant de toute façon parce que la femme, on a dit sa seule mission dans le mariage, c'est pondre des enfants, right? Même dans la pauvreté, on va avoir une femme qui se retrouve dans la précarité financière, dans la précarité morale, dans la précarité d'intelligence, avec 10 enfants dans une maison, et puis elle va s'attendre que ses enfants vont devoir la torcher. Des parents vont même ne jamais s'occuper de leur enfant, mais plus tard, ils vont s'attendre que leur enfant les doit une obligation. Et lui, on parle et on en parle. It's about everything. On met des likes, on met des likes, on booste la vidéo, et on met des cœurs. On y va. Donc, pour le cas de Andrew, dans sa déclaration, il affirme clairement, il dit clairement, ce n'est pas le rôle d'un fils de mettre sa mère à l'abri ou son père, peu importe. Selon lui, c'est le rôle des parents de protéger leur enfant et pas l'inverse. Donc, beaucoup de parents du côté afro, les parents africains, vous allez être choqués, vous allez dire non, mais moi, je n'ai pas géré ma business, j'ai jamais investi réellement dans mes enfants. C'est pas parce que tu fais des responsabilités, tes responsabilités, tes obligations, que l'enfant te doit quoi que ce soit. Il te doit rien. Nothing, nothing, nothing. OK? Et pour beaucoup, cette phrase a déclenché un énorme débat, bien entendu. Certains disent qu'il manque de respect à la culture africaine. D'autres pensent qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Son argument, Andrew explique. En tant que parent, c'est à moi de mettre mes enfants à l'abri. Et c'est vraiment l'excellence d'un parent. Quand tu décides de faire le choix d'être un parent, tu ne le fais pas pour la société, tu ne le fais pas pour prouver que tu as fait ta mission de femme ou quoi que ce soit. Tu le fais parce que tu es prêt à élever un petit être à plus que toi. C'est-à-dire que si moi, mes parents me donnaient 3 repas par jour, à tous les jours, mais moi, je ne peux pas donner un repas par jour à mes enfants. Je suis obligée d'élever le tout. You understand? Ben c'est ça. Donc, ça veut dire que si mes parents pouvaient m'offrir un voyage par année, mais moi, je décide, j'ai mon enfant, je suis obligée de donner à mon enfant 3 voyages minimum par année. Je ne peux pas donner moins que ce qu'on m'a donné. Il faut élever ce que tu as reçu. Mais beaucoup trop dans la culture africaine, ils font des enfants avec l'attente que quand tu vas être vieux, qui va s'occuper de toi? Mais l'enfant, il n'est pas appelé à s'occuper de toi. Get over it, OK? Et ça, c'est important de le dire. Si plus tard, ils veulent me gâter, me soutenir ou m'aider, tant mieux. C'est ça. C'est-à-dire que si par la gratitude, maintenant, l'enfant, on se rappelle de nos parents ont été dans notre vie. C'est-à-dire que, je me rappelle que mes parents, ils faisaient des activités avec moi. On allait à la cabane à sucre. Ils m'amenaient magasiner. Mes parents m'amenaient magasiner. Ils m'amenaient manger au restaurant. Je me rappelle mes sorties avec mon papa quand il venait de Toronto jusqu'à Montréal. Il m'amenait au restaurant, c'était ma journée. Et puis il me disait, Doha, t'es une princesse. Tu choisis où tu veux aller. Et moi, je choisissais mon restaurant. Mes goûts de petite fille étaient très avancés. Il y avait le gros M jaune qui s'appelait McDonald's. Et c'était mon resto. Et puis il me disait, choisis qu'est-ce que tu veux. Choisis qu'est-ce que tu veux, baby girl.
Je suis ton papa, je suis l'homme qui doit te montrer comment tu dois être traité. Et moi, j'arrivais devant la caissière, j'étais fière. J'étais fière de dire à la caissière, je veux tout! Je veux tout! Tout! Pardon! Et la caissière qui regardait mon père en sachant pas qu'est-ce qu'elle devait mettre, est-ce qu'elle devait tout mettre pour cette petite enfant qui semblait ne pas pouvoir rien manger du tout. Parce que, vous savez, les enfants à cet âge-là, on veut tout, mais on mange rien. On prend 2-3 frites et puis on est en train on est émerveillé par tout ce qu'on voit d'être sorti. On a mis notre belle robe, on s'est bien pouponné, notre maman nous a bien pouponné. Et finalement, mon père faisait un petit clin d'œil à la serveuse. Hey, donne-lui un repas d'enfant, hein. Dis-lui que c'est le tout. Et la serveuse comprenait, ben, la caissière au McDo, parce que moi, je suis des restaurants aussi simples que ça que je choisissais. Et elle m'amenait mon petit repas pour enfants avec le petit jouet. Et moi, j'étais sûre que j'avais tout commandé. J'étais sûre que j'avais tout demandé. J'étais comme, classique. Face à face avec papa, mon petit cabaret devant moi, en train de manger mon tout. Voilà. C'est des souvenirs comme ça. Si je suis grande maintenant et je peux en parler, c'est parce que mon père a mis cette présence-là. Malgré que mes parents sont divorcés, j'ai quand même eu ces actions-là. Ma mère, de son côté aussi, elle faisait des actions avec nous. De temps en temps, elle nous amenait manger au resto. Ben, hey, la bouffe, là, c'était une relation avec moi. Mais on faisait des activités. Je me rappelle aussi quand on était jeunes, moi et mon frère, on allait comme, elle faisait des activités, on allait à la plage. Et puis, des fois, on allait faire des journées dans différentes... Ma mère, elle aimait tellement aller dans les églises, les grosses cathédrales, et les églises loin, là, où ce que des fois, c'est à Mont-Sainte-Anne, à plein d'endroits super loin, c'est-à-dire que tu vas devoir prendre le transport, l'autobus, et puis on préparait le couleur avec toutes des bonnes choses à manger, on faisait la journée, quand on y allait, c'est vraiment toute une journée de matin très tôt, et puis on revenait très tard, et puis oui, c'est une activité, tu vas visiter des églises, mais derrière, c'est tellement beau, les belles cathédrales catholiques, là, c'est tellement beau. Et c'est ça. Et puis, elle nous intégrait dans ça. Ma mère travaillait dans le communautarisme, dans les organismes. Donc, au-delà de ça, elle faisait beaucoup, donc, elle était chargée de projets en plus. Donc, elle faisait beaucoup d'activités avec les personnes qui étaient dans ce centre-là. Et nous, tu sais, c'est sûr, elle en profitait. En plus, ça faisait facilité pour elle de pousser, de nous amener dans des activités, la plage, activité plage. Même quand ma mère faisait service traiteur à la maison, je me rappelle, on était intégrés là. On rappelle le fromage, je rappelle le fromage et je mangeais bien sûr. Pourquoi tous mes souvenirs sont reliés à la nourriture? Guys, j'ai un problème. Mais je suis taureau. Les taureaux, on aime la bouffe. Je pense que c'est notre langage de l'amour. Mais juste pour vous dire, c'est des souvenirs. Je me rappelle aussi, même en étant femme divorcée, des fois, c'est la rentrée scolaire. Mon frère était déjà au secondaire. Moi, j'étais encore au primaire. Mais ma mère était comme, mais c'est la rentrée, je dois les accompagner. Et heureusement, j'avais des tontons qui profitaient d'accompagner mon frère, que ma mère était là à toutes les années. Peu importe que j'essaie de jouer mes autres petites amies, elles allaient tout seules, leurs parents les laissaient tout seuls, bon débarras. Ma mère était comme, je vais t'accompagner, je dois voir ton bourrisseur. Des fois, j'étais comme, oh my God, pourquoi il veut voir mon professeur? Pourquoi? Mais en vrai, en vérité, c'était qu'elle s'intéressait à ce que je faisais, qu'elle voulait parler à mon professeur, qu'elle voulait en même temps expliquer à mon professeur qui j'étais. Oh my God! It was my mom. Et chaque année, même mes amis, elle savait c'est qui ma mère. Même quand j'allais dans les activités de parascolaires, tu sais, parascolaire, c'est quoi? C'est des activités où les cours finissent, on ne prend pas l'autobus scolaire, on va se débrouiller par nos propres moyens. Et puis, on reste pour jouer au basketball, au volleyball, on reste plus longtemps, 2 heures de plus dans le gym, dans le gymnase et tout. Et moi, quand on avait les activités comme ça de parascolaire, c'est le basketball qu'on faisait au primaire et tout ça. Et moi, j'étais comme, dans le sens, je me sentais grande parce que j'allais pas prendre l'autobus scolaire, les petits autobus jaunes, j'allais prendre l'autobus public. Tu sais qu'on est enfant, on voit les choses, on voit dans nos yeux d'enfant, c'est comme, oh my God, c'est une autre étape dans ma vie. Mais, moi, ma mère me laissait pas tout seul.
Toutes mes amies étaient tout seuls et puis ils retournaient leur tête. Ah, ton frère est là, elle est venue te chercher. Ma mère me laissait pas prendre l'autobus tout seul. Et moi, je pense que c'est à partir du secondaire, vers le secondaire 2, que j'ai vraiment pu prendre l'autobus tout seul. Parce que mon frère avait pas le choix de me... Ma mère avait pas le choix de me libérer, tel un petit oiseau, parce que bientôt mon frère n'allait plus être au secondaire quand je rentrais. Donc, je me rappelle de cette période. Moi, j'avais mes moments de panique, j'étais tellement bien encadrée. Ma mère était tellement surprotégée. Elle était ma mère poule. Vous savez, les petites poules avec leurs petits poussins, elle me couvait d'une façon intense. Mais elle me couvait quand même. Et puis, je me rappelle dans cette période-là, c'est mon frère, il voulait aussi avoir sa petite indépendance, de ne pas toujours avoir sa petite soeur qui est là comme un petit poussin qui regarde, qui suit. À un moment, je prenais le premier bus public au secondaire. Mon frère, il prenait le deuxième bus et puis on s'attendait dans l'arrêt, mais il essayait de temps... Avant, on était dans le même bus, on était toujours dans le même bus, mais là, il voulait plus être dans le même bus que moi. Il voulait que je sois tout seul dans le bus, que j'apprenne à descendre tout seul dans l'arrêt. Mais moi, je savais où descendre, mais j'étais tellement habituée. Moi, j'étais la petite doigt, tellement habituée de regarder sa face et de dire, ok, je descends. Même si je savais où descendre. Et puis, je me rappelle un moment, quand j'étais montée dans le bus, j'ai pas vu mon frère. J'ai commencé à pleurer toutes mes larmes devant le directeur de l'école. J'ai fait chercher notre directeur au secondaire qui est venu. Mon directeur, monsieur. Puis moi, j'étais au sol avec ma valise. Mon frère n'est pas là. Je sais plus quoi faire. Je suis perdue. Je pense que ma mère m'avait trop gâtée. Trop surprotégée. Pas trop gâtée, trop surprotégée. Et puis, le directeur qui est en panique, qui voit sa petite élève du secondaire qui comprend pas la vie. Et puis, il était un bon directeur aussi. Il montait dans les bus chercher mon frère. Il est où le grand frère de notre petite? Il est où son grand frère? Finalement, mon frère est obligé de dire... C'est moi, c'est moi. Et après, mon frère m'a dit, mais Doua, tu sais où descendre. Prochaine fois, tu vas prendre l'autobus tout seul. Moi, je vais prendre le bus après toi. Et toi, tu vas descendre tout seul. OK? Et finalement, c'est quand il a fait ça. C'était une bonne chose, une bonne libération pour nous deux, pour lui, pour qu'il puisse faire ses trucs, et pour moi, parce qu'après moi, je suis quelqu'un, après l'école, j'aimais ça aller à la bibliothèque. Et moi, quand j'allais à la bibliothèque, j'avais pas la notion du temps. La bibliothèque ferme à 9h du soir, fermait à 9h du soir. Je pense que c'est encore le cas, les bibliothèques publiques. Et puis, je quittais les cours, j'allais à la bibliothèque, je restais jusqu'à 9h. Pardon. Et ma mère, elle comprenait quand le monde disait, elle est où, Doua? Ma mère savait que j'étais à la bibliothèque. Il n'y avait pas elle est où, Doua? Je suis à la bibliothèque. It was me. C'était comme ça que j'étais. Et puis, j'aimais tellement la bibliothèque. J'aimais tellement aller prendre des livres. Et puis, presque 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, j'allais à la bibliothèque. J'avais le temps de lire tous mes livres et relire et relire et relire. Bref, vous voyez le genre que j'étais. Donc, je prenais ma liberté, mais ma liberté était quand même contrôlée. Donc, tu sais, on peut se plaindre de nos parents, mais j'avais leur présence aussi avec moi. Et beaucoup de parents, ils comprennent pas que la présence avec l'enfant, c'est important. Mais quand ils sont plus vieux, ils étaient absents avec leurs enfants, mais ils s'attendent à ce que leurs enfants soient présents avec eux. Aussi, c'est important de savoir, ça ne doit pas être une obligation pour l'enfant. Parce que quand on parle de rôle, on parle presque d'un devoir imposé. Et pour lui, ce devoir appartient aux parents. Et Andrew, je suis complètement d'accord avec lui. Et sur ce point, il n'a pas tort du tout. Aujourd'hui, beaucoup trop de parents utilisent la carte du sacrifice comme une forme de dette morale. On a vu l'autre femme qui s'attaquait avec Kuni Touré pour lui dire, t'as 40 ans, t'es mariée et puis t'as pas d'enfant. Mais girl, c'est pas parce que t'as un enfant que l'enfant te doit quelque chose, parce que pendant que t'es en train d'investir dans les ovaires d'autres femmes,
Tu n'investis pas dans l'attention que tu donnes à ton enfant. Moi, je me rappelle, ma mère avait pas le temps de quoi que ce soit avec nous. Surtout qu'elle était hyper protectrice. Je pense que ma mère, c'est un autre niveau de protection. Pardon. Donc, c'est comme si le fait pour certains d'avoir élevé leur enfant doit être remboursé. Et beaucoup de parents africains, ils n'ont pas élevé leur enfant. C'est ça le problème. La plupart, ils ont pris leur enfant, ils l'ont déposé sur une famille qu'ils ont dit que la famille était riche. Combien de fois tu vas voir ça? Ils ont fini de forniquer comme ils devaient, de faire leur débauche, de faire des enfants, peu importe leur raison, pour les papiers, pour n'importe quoi. Et ensuite, ils ont négligé leur enfant. Ils ont laissé leur enfant souffrir chez des familles, chez des gens. Et quand l'enfant est grand, commence à s'en sortir par la force des choses, ils demandent à l'enfant de payer des dettes morales, alors que eux autres, mais regarde, t'es un parent irresponsable. Donc, cet enfant-là, là, il a fait sa formation avec un prêt qu'il doit rembourser. Des fois, même, il y a des parents, ils savent que l'enfant a pris un prêt étudiant pour aller étudier, et les parents, ils réclament à l'enfant de lui donner une partie du prêt. La méchanceté de ces parents-là. Alors que c'est le rôle du parent de savoir que tu sais que tu vas avoir un enfant, c'est toi qui es supposé aller ouvrir un compte en banque, mettre de l'argent de côté. À chaque mois ou à chaque quinzaine, à chaque fois que tu as ton paycheck, ta paye, tu es supposé sortir, mettons, un 50$, tu déposes dans le compte de l'enfant. Et à un moment donné, tu te dis de 0 jusqu'à 16 ans, si à chaque fois tu as déposé, chaque quinzaine, chaque 2 semaines, tu as déposé 50$ dans un compte, ça fait beaucoup d'argent pour cet enfant-là. Mais eux autres ne le font pas. Ils vont prendre l'argent, ils vont l'envoyer au pays, à des familles qui ne vont jamais rien faire pour eux, qui n'ont aucune reconnaissance réelle. Ils vont investir dans des plans bizarres, foireux déjà d'avance. Ils vont créer des maisons que l'enfant ne va même pas bénéficier de la maison au pays parce que de toute façon, ils amènent la peur dans la tête de l'enfant au pays. Ah, le pays, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, la famille va vouloir te dire parce que... Ils font déjà de la peur d'avoir peur de ta famille. Oui. Et puis après, maintenant, ça veut dire que même si tu vas créer une villa au pays, ton enfant ne va pas pouvoir aller au pays parce qu'il sait que ta famille vont le dire s'il ose réclamer la villa que tu as créée. Ça veut dire que c'est même pas pour eux. Donc, et après, ils vont réclamer que c'est l'enfant qui doit payer pour eux. This is the thing. African people, you need to change. Afro people. Bref, nous sommes tous africains, n'est-ce pas? Souvent, la seule preuve de reconnaissance attendue, c'est l'argent. Donc, et en plus, c'est ça, là. Eux autres, ils s'en foutent de tout. Ils veulent juste l'argent de l'enfant. Ils veulent pas l'amour, ils veulent pas le respect, ils veulent pas la présence, seulement l'argent. Et ça, c'est problématique. La pression dans certaines familles. Dans beaucoup de familles africaines, la réussite d'un enfant devient parfois un plan de retraite pour toute la famille. Le problème, certains enfants grandissent avec un poids énorme sur les épaules. Ils doivent payer le loyer des parents, s'occuper de toute la famille de bras cassés, porter financièrement tout le monde et parfois avant même d'avoir construit leur propre vie. Ils ont à peine trouvé un emploi correct dans ce qu'ils ont étudié. Et puis, tu vas voir toute la famille les appeler, les contacter pour réclamer. Un tel va aller à l'hôpital, un tel doit aller faire son examen, un tel doit... L'enfant se retrouve dans s'il ne le fait pas, on va l'accuser d'être le pire. La réalité. Un enfant n'a pas choisi de naître. Ce sont les parents qui ont choisi d'avoir un enfant. Donc oui, le rôle d'un parent, c'est de nourrir, protéger, éduquer et soutenir ses enfants. Et ça jusqu'à la fin. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Mais il y a une nuance, bien sûr. Si un enfant devient adulte et qu'il décide d'aider ses parents, de les soutenir ou de les mettre à l'abri, c'est un geste magnifique. Mais la différence est importante. Un geste d'amour et non une obligation. L'enfant n'a pas c'est pas la même voie que le parent. Le parent, il a mis l'enfant au monde, il a une obligation. L'enfant, c'est par gratitude, c'est par geste d'amour. Il va se rappeler des anecdotes avec ses parents. Mais beaucoup d'Africains, ils ne peuvent pas se rappeler d'aucune anecdote avec leurs parents. Les seules histoires qu'on va dire, parle-moi de ta mère, de ton père, ils vont dire, ah oui, ma mère, mon père me mettait à genoux sur des clous,
me faisait manger de l'acide, me faisait dormir dehors. Ils vont se rappeler des souvenirs traumatisantes. Et puis après, ces mêmes parents-là vont réclamer le tout. Et c'est eux autres qui réclament le plus ces animaux. Donc, respecter ses parents est une valeur fondamentale, mais transformer les enfants en assurance vie financière, ce n'est pas de l'amour, c'est une pression. Et c'est peut-être pour ça que les propos d'Andrew divisent autant, parce qu'ils touchent à une question sensible, l'amour familial ou la dette familiale. Et les familles aussi, j'en profite de dire, on vous doit rien. Period. Je laisse sur ce, on se retrouve au prochain vidéo.